sur cette. Vous êtes prévenus. OK. Donc, on va commencer. Guy René va arriver dans 4 minutes s'il est à l'heure. Donc, je vais repartager l'écran. OK. Donc, merci d'être venu ce soir. Je vais vous présenter le parcours du titre professionnel DWWM, développeur web, web mobile. Donc, c'est un titre professionnel, c'est un diplôme reconnu par l'État qui a valeur de Bac+2. Et la formation chez Formapédia se fait en 9 mois, plus 3 mois de stage ou de réalisation de projets fil rouge. N'hésitez pas à m'interpeller pour des questions. Posez vos questions et puis je vais essayer de répondre tout à l'heure. Donc, OK, on va partir sur la slide numéro 2. Alors, le sommaire de l'explication. Je vais vous parler de le contenu du parcours d'apprentissage, la durée, comment ça va se répartir. On va voir un petit diagramme. Les modalités de cours, comment vous allez apprendre, comment vous allez travailler. Et l'examen, c'est comment l'examen va se passer pour valider votre titre professionnel. Et enfin, on va parler du stage et du projet fil rouge. Donc, le contenu de la formation, vous le verrez sur le site web. C'est un programme assez détaillé, assez chargé, riche, qui aborde plusieurs technologies qui sont nécessaires pour faire des applications web. On n'est plus sur les simples sites web, on est sur des applications dynamiques où il y a une interface utilisateur et où ça fait beaucoup de choses. J'ai essayé de les ranger du plus petit ou du plus facile au plus complexe. Le HTML, tout le monde a sans doute déjà entendu parler. C'est un langage qui permet de constituer des pages web. Mais uniquement, ça rapporte uniquement au contenu. Le CSS, quant à lui, c'est ce qui nous permet d'enrichir graphiquement une page web. Vous avez sans doute vu les dégradés, des rotations, voilà, ces choses-là sont faites en CSS aujourd'hui. Le JavaScript, c'est un des premiers langages aujourd'hui incontournable. Il tourne sur le navigateur. Donc, le navigateur web, vous avez Chrome, tout ça, Edge, Firefox. Et alors, est-ce que quelqu'un est arrivé? Et c'est ce qu'on appelle aussi le client. Navigateur, client, ça veut dire la même chose dans le contexte du web. Et ensuite, nous avons le SQL. SQL qui est un langage de base de données. Et ça, c'est plutôt côté serveur. Donc, quand je parle de serveur, c'est un serveur web. Vous avez sans doute entendu parler de OVH, de de Scaleway ou des choses comme ça. Ben, en fait, ce sont des hébergeurs web. Ce sont des entreprises qui possèdent des serveurs, qui les louent. Des fois, ça peut être pas très cher, 10 € par mois ou même 2,5 € par mois et qui vous permettent d'avoir un site web avec un nom de domaine. Donc, le SQL est spécifique aux bases de données. Le base de données, il faut penser comme un fichier Excel spécial qui va pouvoir stocker toutes les données. Sinon, dans l'application web lui-même, on a le PHP. Donc, c'est un des premiers langages qui a existé et qui est assez facile d'apprentissage et qui permet de programmer votre application web. Donc, on va aborder tous ces langages. Il y en a 5 ici. Alors, ne soyez pas intimidés. En fait, ces deux-là sont plutôt faciles. Et le SQL aussi est plutôt facile. Là, vous aurez un peu plus de grain à moudre, c'est le JavaScript et le PHP. Et par rapport
ce contenu qui sont des hard skills, on pourra voir aussi comment on peut formater le CV pour qu'il soit bien, qu'il plaise bien à l'employeur. Comment cibler les entreprises pour trouver l'emploi qu'on veut, enfin qu'on souhaite avoir, hein, plutôt géographiquement ou plutôt le secteur. Et puis, comment des aides pour trouver le stage. Je vous guiderai comment cibler un stage et puis un emploi après, une orientation à la fin, à l'issue de la formation. Ce qui est très important parce qu'on suit une formation qui est de longue durée et à la fin, ben, on le réussit, tant mieux. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On se pose encore peut-être même plus de questions qu'avant la formation. Parce que là, vous aurez beaucoup d'éléments, vous aurez une meilleure idée de ce que vous valez, de ce qu'il y a sur le marché et le choix est peut-être encore beaucoup plus difficile. Alors, Guy René est arrivé, je vais le faire entrer. Bonjour Guy René, merci de te joindre à nous. Est-ce que ça va, le son? Ça va le son? Je ne vous entends pas. Guy René? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez aller dans la messagerie, hein. Voilà, je vais continuer à parler et on peut interagir silencieusement dans le chat. OK? Donc, je rappelle rapidement, donc j'allais présenter le contenu pédagogique de la formation. OK. Donc, concernant la durée, 9 mois de cours de programmation plus 3 mois de stage. Vous trouverez sur le marché des formations qui sont plus courtes, 6 mois et demi. C'est un peu juste. Je pense qu'il faut un petit peu plus pour s'imprégner du code. On va beaucoup coder, avoir des automatismes de développeurs. OK. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, il faut continuer faut programmer sans cesse, il faut avoir des automatismes, il faut que ce soit des réflexes. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le codage. On fera beaucoup d'exercices. Ah, j'ai un morceau. Pas de son. Alors, sinon, je vais le mettre sur haut-parleur, comme ça. Il ne sera pas perdu. Allô? Oui, Guy René, je vous mets sur haut-parleur, OK? Ouais. Donc là, je suis sur le téléphone, vous allez pouvoir suivre. Mais essayez de résoudre les problèmes de son d'ici là. Ouais, ça marche. OK. Ouais, je vois bien, mais je vois pas le son. OK. Pas de souci. Continuez à suivre comme ça, OK? Ok, ça marche. Ouais. Alors, donc là, il est au téléphone. Souvent, on fait ça des fois quand la connexion Zoom ne va pas bien sur le son et on passe par téléphone. Hein. Pas de surprise. Bon, j'ai l'habitude, hein, ça fait 5-4 ans que je fais ça. OK. Donc, le parcours, il y a la sélection à l'entrée, bien sûr. Je m'entretiens avec vous. Je m'assure bien que c'est ce que vous voulez vraiment faire, que vous n'êtes pas vu la lumière et vous êtes rentré. En général, ça va. Je vous fais passer un petit test psychotechnique, hein, juste pour voir. Et ça, c'est plutôt la petite partie, hein, sélection, on va le raccourcir. Et après, c'est la formation. Donc, la formation qui prend 9 mois. Alors, en quoi elle consiste? Quel est le contenu de la formation? Je ne sais pas si j'ai une slide. Alors, vous avez surtout des cours en e-learning
Donc, vous avez accès à une plateforme. Je vais vous montrer. Donc, ici, des cours. Attendez, je vais vous montrer. Donc, par exemple, le cours de PHP et MySQL, je vais vous montrer la façade. Voilà. C'est un cours en e-learning. Vous avez des vidéos. Il y a à peu près une dizaine d'heures de vidéos. Et vous avez le contenu, voilà, organisé par thématique. Là, au début, on va voir les choses faciles. Ça devient de plus en plus complexe. Et à la fin de ce module, on a un mini-projet à faire. Alors, le mini-projet, il est quelque part. Voilà, le mini-projet, il est là. Donc, il devrait être à la fin. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit souci. Dans le mini-projet, c'est la réalisation d'une application, une vraie application dans laquelle on va pouvoir sauver des données, mettre à jour des données, d'accord, et qui permet aussi voilà, de faire vivre l'application. Elle n'est pas ambitieuse, mais elle a toutes les fonctionnalités qu'il faut pour être qualifiée de vraie application web. Parallèlement à ces cours en visio que vous devez suivre, on va se voir non, c'est les cours vidéo, pardon. On va se voir en visio. Alors, l'accent est quand même mis sur le suivi individuel. Pour chaque élève, hebdomadairement, je suis 1 heure en individuel la personne, l'apprenant, 1 heure en collectif, et après, en fonction du contexte, 1 heure aussi de cours ou d'exposé de choses. Donc là, pendant toute la durée. Donc, vous me verrez entre 2 et 3 heures par semaine. Le plus important, c'est le suivi individuel. Le suivi individuel, c'est vous avez fait le cours, vous avez fait les exercices et on va se voir toutes les semaines. Vous allez me présenter comment vous avez résolu cet exercice. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et moi, je vous répondrai. Et aussi, par-dessus, je pourrais vous faire des suggestions, vous montrer des choses, comment mieux coder votre code et de marche, mais ce n'est peut-être pas l'idéal. Voilà comment on ferait. Voilà. Donc ça, c'est la partie suivi individuel. Suivi collectif, c'est pour avoir tout le monde. Il y a un temps d'échange entre les élèves aussi. Donc, la dynamique n'est pas la même. OK ? Et après, bon, pour les cours, quand il y en a, un cours collectif, donc là, je vous parlerai des choses. Et bien sûr, il y aura toujours une interaction avec moi. Donc, ce seront des choses qui sont en plus des cours visio que vous avez. Donc là, je vais avoir le détail fichier Excel. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, durant l'année. J'ai fait une espèce de diagramme dans le temps. OK. Alors, il n'est pas fini, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, ici, on a la partie client, navigateur, qu'on appelle front-end en informatique. La partie serveur, back-end, vous voyez, ça prend… ça, c'est les durées estimées. Hein. Voilà, et la partie front-end, on revient au front-end. Donc, on fait des choses faciles, HTML, CSS. Ensuite, on fera quelque chose de côté serveur et on va revenir sur le client pour faire des pages dynamiques avec du JavaScript. OK. Donc, ça va se durer voilà, sur 9 mois. Et idéalement, vous aurez trouvé un stage pour vous immerger. OK. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, modalité du cours. Alors, ce serait bien que je fasse une petite présentation comme ça, dynamique. Donc, on va dire que c'est 10% de théorie et 90% de pratique. C'est à la différence des universités où on est plus
beaucoup de théorie, beaucoup d'algorithmique et pas assez de pratique. Alors moi, j'ai 12 ans d'expérience professionnelle en tant que développeur en entreprise et 4 en tant que formateur. Donc, c'est pour ça que ça serait un peu plus axé sur la pratique pour être beaucoup plus prêt pour le marché. Et bien, c'est d'ailleurs le but du titre professionnel. Donc, le suivi personnalisé. Méthode d'apprentissage, c'est là que ça va se jouer. Donc, ça, c'est une petite particularité de Formapédia, c'est des choses que je n'ai pas vu faire dans les autres centres de formation. J'insiste beaucoup sur comment chercher dans Google. Et puis, vous avez entendu parler de ChatGPT, à utiliser avec parcimonie. On va voir comment pouvoir le faire. Et il y a aussi 12 ans de savoir-faire. Alors, le savoir-faire, c'est quoi? Le savoir-faire, c'est l'expérience. Il y a le savoir et le savoir-faire. Là, vous allez acquérir du savoir et par-dessus ça, je transmettrai du savoir-faire. Je vous dirai, par exemple, à l'occasion d'un call, je vais vous dire comment on fait en entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui fait la différence entre Formapédia et les autres centres de formation, c'est accès à l'autonomie, chercher sur Google. En fait, Google, c'est vraiment votre meilleur ami dans le domaine informatique. Bon, ça, je viens de le dire. OK. Modalité de travail de l'apprenant, qu'est-ce que j'attends de vous? Donc, sanctuariser, ça veut dire vraiment réserver du temps, 4 à 5 heures par jour de code. Idéalement, hein, on ne l'atteint pas forcément, mais je vous recommande. Acquérir une posture professionnelle. Alors, c'est quoi quand on parle de posture professionnelle, c'est quoi? Et là encore, dans les autres centres de formation où j'ai pu travailler par le passé, j'ai fait des choses qu'appréciaient des étudiants, c'est-à-dire, par exemple, quand vous codez, vous êtes scotché devant un problème, voilà, vous êtes dans une équipe, combien de temps vous allez attendre pour demander de l'aide? 1 heure, une journée? Est-ce que vous devez attendre plus pour prouver que vous savez faire ou alors ne pas faire perdre de temps à l'entreprise et demander de l'aide au bout d'un certain temps? Voilà, ça peut être cornélien comme choix, hein. Je peux vous donner la réponse tout de suite, hein. Ici, c'est plus attendre entre 30 minutes et 1 heure. Essayez de vous dépatouiller tout seul avant de demander de l'aide à votre collègue. Ça, c'est dans le cas où vous êtes dans une équipe. Il n'y a pas de mal à demander de l'aide lorsqu'on est bloqué. On s'entraide beaucoup entre développeurs. Okay. Donc ça, c'est un exemple de posture professionnelle. Travailler régulièrement, c'est important. Il vaut mieux travailler peu et plus régulièrement que de faire un boost 10 heures le week-end. C'est des conseils. Travailler son anglais. L'anglais, c'est vraiment, si vous voulez avoir l'information de qualité actualisée, c'est en anglais qu'il faut le chercher. Vous avez de l'anglais en français, enfin, vous avez des connaissances en français sur le web, mais même les développeurs français écrivent en anglais aujourd'hui. Alors, savoir faire sa veille. Je vous demanderai aussi de faire des petits devoirs. En partant de rien, vous allez essayer d'aller chercher sur Internet et de formaliser une petite thématique. Comment fonctionne un serveur web Apache? Je n'attends pas de vous des thèses, mais c'est juste pour voir, pour vous entraîner, pour vous exercer à chercher de l'information. L'équipement, là, je suis assez intransigeant. Si vous avez un ordinateur de bureau, tant mieux. Et si vous avez un ordinateur portable, c'est encore mieux. Souris avec un écran supplémentaire, ce qui va augmenter de 30% votre efficacité. Beaucoup d'étudiants, ils font l'économie de la souris qui coûte 10 € et ils galèrent pour coder. Ils ont le petit pad sensible. Ça, c'est un peu dommage. Alors, je regarde, Céline pose la question, si on bloque sur quelque chose, serez-vous dispo pour nous répondre même en dehors des heures individuelles ou collectives? Oui, je suis joignable par email entre 2 visios. Pas de souci. Je vous apprendrai aussi à poser des questions. Alors, certains me font un screenshot avec leur smartphone et me l'envoient par SMS. Des fois, j'essaye, mais je ne suis pas devin. Il y a une façon d'apprendre à poser des questions aussi, hein.
faites un copier-coller de votre code contextualisé, partagez un snippet de code sur GitHub. GitHub, c'est un site de codeurs. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Céline. Assiduité, capacité à écouter les consignes des formateurs. Excusez-moi. Oui. Pardon. Excusez-moi. La scène. Allez-y. En fait, j'ai énormément de questions, mais je ne sais pas si je dois les poser au fur et à mesure ou à la fin. Notez-les Ou ces je vous pose mes questions questions. Enfin, et comment? vous pouvez les écrire dans le chat. Ça ne va pas se perdre. OK? OK. Si vraiment ça vous brûle les lèvres, vous me les posez. Non, non, sans aucun problème, on peut attendre après. Merci. Mettez-les dans le chat, comme ça va être visible aux autres aussi, ça pourra enrichir. OK. Merci. Assiduité, bon, ça rejoint un petit peu travailler régulièrement. J'ai des apprenants qui, bon, j'en ai une, c'est assez pénible pour elle. Hein. Ben, ça l'est un peu pour moi aussi. 3 enfants, dont un en bas âge, très sollicité. C'est quelqu'un qui veut travailler, se sortir de cette situation parce qu'elle est femme au foyer. Elle essaie de sortir des heures, mais c'est difficile, très sollicité, les enfants malades, tout ça. Bon, ce qui fait qu'elle prend beaucoup de retard dans son apprentissage. On va voir ce que ça va donner avec cette apprenante, mais on fait le maximum. Hein. Mais il faut voir que cette personne ne veut pas être femme au foyer et en fait, elle veut chercher un boulot en informatique. Voilà. Et donc, c'est assez difficile. Capacité à écouter les consignes du formateur. Alors là, pareil, c'est un peu posture professionnelle aussi. Des fois, je demande quelque chose, on me sort quelque chose d'autre ou alors on essaie de contourner. N'essayez pas de faire ça. Vraiment, essayez de faire ce que je vous demande. Si je vous demande de faire un truc A, c'est qu'il y a une raison. Je connais les écueils pour apprendre à programmer. Si je vous demande de faire ça, c'est qu'il y a vraiment une raison. Ce n'est pas à votre avantage de contourner les consignes. Ouais, un petit peu tôt pour le stage, mais bon, OK. Le stage, donc, à l'issue de la formation, pendant tout le stage, vous allez essayer de prospecter pour des stages. Alors, c'est des stages de 2 à 3 mois. Ce n'est pas facile de trouver un bon stage, OK? Idéalement, c'est un stage dans lequel vous allez pouvoir exercer vos compétences que vous avez apprises. Mais des fois, on peut trouver des stages un petit peu pourris. Alors, si vous n'avez vraiment rien d'autre, prenez-le quand même, parce que là, vous êtes en situation professionnelle et c'est toujours enrichissant. Alors, c'est ce que j'appelle un stage qui est pourri pour vous, hein, qui n'est pas super top, c'est de faire, alors ça c'est vu, hein, community manager, non. Ou installer un site WordPress. WordPress, c'est un logiciel de blog très connu qui propulse 25% des web mondiaux. C'est quelque chose qui peut faire des choses très jolies, mais en général, si c'est un site vitrine, c'est un site statique qui n'a pas beaucoup de fonctionnalités. Ben, si votre stage se contente de faire ça, ça ne va pas vous apprendre grand-chose. Par contre, si jamais vous avez un stage dans lequel on vous demande de rendre un site responsive, c'est-à-dire qui sait s'adapter à l'écran d'un smartphone, ou alors vous aurez à toucher à du code serveur, ajouter des nouvelles fonctionnalités, alors ça, c'est le top. Ce n'est pas facile à trouver, mais bon, ce n'est pas impossible non plus à trouver. Et après, ceux qui n'arrivent pas, bon, pendant votre stage, vous serez en relation avec moi. Donc là, pareil, j'assure un meilleur suivi que d'autres organismes de formation lors du stage où certains sont jetés comme ça dans le stage et ils ne voient pas le formateur pendant 3 mois. Moi, quand même, je fais un suivi, je vais voir le client s'il est content ou pas. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de trouver un stage, il faudra faire un projet fil rouge qui peut être commencé quelques mois avant la fin de la formation des 9 mois, c'est-à-dire au 5e mois, par exemple, vous commencez votre projet fil rouge. Vous sentez que vous n'avez pas, voilà, bon, ou au 7e, 8e mois. Voilà. Un projet fil rouge, c'est un projet que vous allez faire vous-même, un projet factice ou peut-être vrai. Hein. Ça peut être votre oncle, un ami, il veut faire un site web pour son business, et là, vous voulez le faire pour lui. Ou alors, c'est totalement factice. Donc, vous allez faire un site, je ne sais pas moi, un site de e-commerce, par exemple. Et donc, je m'assurerai que ce soit un vrai site de e-commerce. Ça veut dire qu'on puisse payer avec la carte bleue ou avec PayPal. Ça peut sembler impossible, mais non, vous pouvez le faire. Ou ça peut être un site, un blog
ou un site communautaire. J'en ai qui ont fait un site pour les gamers de jeux vidéo. Le projet fil rouge, c'est plus cool, moins de contraintes, mais moins formateur. Vous n'aurez pas les exigences du client, les vraies exigences. On est un peu plus cool avec soi-même. Vous pouvez faire les deux. Alors, si vous avez un stack qui est un moyen, moi, je vous recommande de faire un projet fil rouge à côté. Je vous explique pourquoi. Parce que je vous ai envoyé un lien à tous. Vous avez regardé, je vous ai expliqué pendant 27 minutes le titre professionnel et il s'agit de valider les deux activités qui se subdivisent en plusieurs sous-activités. Alors, je vais essayer de retrouver ce document. Et ce document, je le porte à votre connaissance et il est assez primordial. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il faudra respecter le jour du jury. Donc, alors, en gros, vous devez… Alors, je vais aller sur le truc. Non, formateur. Agrément direct 2023, DW, Réac. Voilà, c'est ce fameux tableau avec les deux activités type. Pour avoir le diplôme, vous devez valider ces deux activités. Pour avoir validé une activité, vous devez en valider 3 sur les 4. Vous pouvez aussi valider les 4. OK? Donc, votre projet, fil rouge, doit couvrir tous ces aspects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez fait une maquette, vous aurez réalisé un site qui s'adapte au mobile et qui fasse un peu de JavaScript, qui utilise une base de données où on fait des requêtes dans la base de données. Vous aurez du code métier. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est que le code métier. Et vous devez, le plus important, chose que je fais systématiquement et qui est très rarement fait dans les autres organismes de formation, c'est de déployer l'application. Qu'est-ce que c'est que le déploiement? C'est une mise en production. Vous allez mettre sur Internet votre application. Quand vous allez concevoir votre application, c'est sur votre ordinateur. On appelle ça développer en local. C'est bien, mais personne ne le voit. Donc, vous allez le déployer sur le serveur de production pour que tout le monde puisse le voir. Alors, j'essaie de répondre encore à une question. La scène concernant le déroulé pédagogique. Dans le chapitre autre, avez-vous prévu un accompagnement pour les personnes qui souhaitent se lancer en indépendant? Alors, c'est quelque chose à laquelle je pense, c'est que souvent, lorsqu'un diplômé va entrer dans la vie active, il y a une période de stress qui est la période d'essai. Actuellement, très peu proposent, c'est un service que je facture. Je peux accompagner dans les premiers mois l'apprenant pour fluidifier son intégration. Pendant la période d'essai, on vous observe. OK? La période d'essai, c'est pour voir si vous avez les capacités. Et moi, je peux vous aider. Ça ne sera pas de la formation, c'est du consulting. Les modalités, c'est à voir. Afin que vous soyez moins stressé, vous avez un espèce de mentor, un senior, qui va vous aider à surmonter vos difficultés. Cet accompagnement, en fait, il pallie à une lacune quand elle existe, c'est-à-dire que l'entreprise qui vous embauche normalement doit vous faire monter en compétence. On sait que quelqu'un qui sort de formation, il n'est pas prêt, il est junior. Et on doit donner la chance aux juniors de s'intégrer dans l'entreprise et de le faire monter en compétence. Ce temps, ça peut varier entre 6 mois et 1 an. OK? L'intégration, l'onboarding du développeur junior, ça prend ce temps-là. Certaines entreprises n'allouent pas de temps à l'accompagnement des juniors. Pourquoi? Parce que les autres développeurs sont déjà suffisamment bookés, ils n'ont peu de temps à vous consacrer. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, lorsque j'ai commencé en tant que salarié, d'avoir un mentor, un chef
qui est un ancien formateur Microsoft. Donc, lui, il savait bien former. Et il nous faisait monter en compétences vraiment graduellement. Et j'ai gardé cette philosophie-là. Alors, je vais répondre un petit peu aux questions. Bertrand, merci aussi qui répond. Alors, donc, concernant, voilà, j'espère que j'ai répondu à la formation. Comment structurer les 9 mois de formation? Alors, les 9 mois de formation, ben, c'est un peu, c'est là. OK? Vous avez des différents modules en e-learning et vous avez les vidéos, donc des exercices, des QCM, des visios avec moi régulièrement. Quand vous finissez un module, vous passez au suivant. OK? Normalement, ces modules, vous allez les faire en moins de 9 mois. Si vous travaillez bien, en 5 mois, vous pouvez le faire. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire les autres mois? Ben, on va coder. On va aborder d'autres choses qu'on n'aura pas vues dans les modules. Ça, c'est si vous allez à une vitesse qui le permet. Je sais que tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais je ferai en sorte que tout le monde va à la même vitesse. Donc, ce qu'on va faire en plus, ben, ce sera du bonus. Donc, celui qui travaille beaucoup ben, va apprendre plus que celui qui n'a pas l'occasion de travailler plus parce qu'il a un emploi du temps chargé. Mais ce qui est garanti, c'est que le tronc commun, tout le monde va l'avoir. Okay? Donc, je pense que si vous travaillez bien, les derniers mois, on va pouvoir peaufiner votre projet fil rouge si vous n'avez pas trouvé de stage, mais on peut renforcer vos connaissances. Attention, ça, c'est dans le cas idéal. On peut être interrompu dans sa formation par des aléas de la vie. OK? Je ne sais pas, moi, vous êtes malade pendant une semaine, vous avez du mal à reprendre. Alors, vous pouvez peut-être partir en vacances aussi avec les mioches. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, 9 mois, c'est pour sécuriser le tout. Le nombre d'apprenants en moyenne par session de formation, ça va. Moi, j'ai commencé avec 2 apprenants. Donc, ça veut dire que je peux commencer, j'aurai plus de temps à les assister, ou ça peut aller jusqu'à 5. Voilà. Donc, Formapédia est un petit et jeune organisme de formation. Moi, je suis le formateur concepteur des formations et toutes les heures, il y en a quasiment 50 heures de vidéos, c'est moi qui les ai produites, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un cours que je connais par cœur, sur le bout des doigts. Ce n'est pas la seule chose que je fais des formations pour d'autres organismes de formation, des gros organismes comme l'AFPA. À Montpellier, là, j'ai supervisé pendant 9 personnes pendant 6 mois sur Montpellier. Donc, je me déplaçais sur Montpellier pendant 3 jours par semaine. Et c'est des CDA, donc un petit peu au-dessus du DWM. D'accord? Alors, c'est le deuxième titre professionnel auquel je forme, le CDA. Donc, c'est concepteur développeur d'applications. En général, les gens, ils font DW et ils veulent continuer sur le CDA. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir demander un salaire plus élevé avec un diplôme plus élevé et vous allez apprendre la conception de logiciels. Okay? Chose que vous n'allez pas voir vraiment beaucoup ici. Vous allez en voir un petit peu, mais en CDA, on va approfondir les connaissances pour vraiment atteindre un plus haut niveau d'autonomie, vraiment être capable de faire ses choix techniques. Le DW, en fait, il n'est pas encore vraiment capable de faire ses choix techniques. Quand vous serez CDA, par exemple, quand vous devez avoir un nouveau projet, vous allez pouvoir décider de qu'est-ce que je vais utiliser comme technologie. Vous aurez cette maturité-là. Alors, quand débute la prochaine session pour Guy René? Donc, la prochaine session, je la prévois pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre. Alors, c'est ça pour que les gens puissent s'organiser. Critères pour un bon PC. Donc, copier-coller le texte de notre spécialiste du réseau hardware. Bertrand, alors je vous présente Bertrand. Bertrand, c'est un collègue avec qui j'ai pu travailler pendant quelques années et qui va faire une intervention tout à l'heure. Il va faire
il va présenter en fait les débouchés suite à des formations d'informatique. Donc, pour faire simple, actuellement, il travaille à Airbus. Hein, et il vous expliquera ce qu'il fait en détail tout à l'heure. OK, je continue. Je vais essayer de ne pas prendre de retard. OK, donc, le document à constituer pour le jury. Donc, ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps à aider mes CDA à constituer les documents. Lorsque vous allez vous présenter au jury, OK, je reprends la petite flèche ici. À l'issue de la formation, il y a l'examen final qui dure 1 heure, puis il va durer 2 heures pour vous. Alors, le dossier professionnel, c'est vous qui allez le faire. Le dossier professionnel, c'est ce que vous avez vu. C'est un petit document de 40 pages dans lequel vous avez tout ce que vous avez vu dans l'année avec moi, vous allez le mettre dedans. L'ECF, évaluation en cours de formation, ce sont les évaluations que je vous ferai passer. Ça peut être des QCM, tout ça, voilà. Le rapport de stage ou de votre projet fil rouge, 60 pages. Je vous coacherai aussi comment bien le présenter. Et ça, encore, la plupart des organismes de formation ne le font pas. Et moi, je le fais. Et je vous explique pourquoi moi, je fais les choses différemment. Parce que moi, je suis jury. OK ? Je suis jury, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois beaucoup d'étudiants en phase finale d'examen. Donc, pendant 1h45, je passe ce process-là. J'écoute leur présentation. Je vais les interroger. 40 minutes de questions-réponses. Donc, c'est assez technique. Donc, je vais vous demander plein de questions. Et 15 minutes d'entretien final. C'est ça qui va se passer le jour du jury. OK? Donc, 15 minutes, donc là, c'est la moins stressante puisque c'est informel. On vous demande comment vous allez envisager votre futur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Et donc, en fait, la présentation de 35 minutes où le jury n'intervient pas, ben, c'est votre PowerPoint. Genre 40 slides. OK? Donc, 40 slides et je vous donnerai les bonnes pratiques. Par exemple, essayez de faire des présentations animées. OK? Numéroter les slides parce que le jury en aura besoin de dire « Ah, sur la slide 10, vous avez présenté, vous pouvez revenir dessus, j'ai une question. » Donc, ça, c'est le déroulement du jury. Vous allez vous pointer à la salle d'examen qui est quelque part dans la ville avec votre convocation. Donc, ça, c'est peut-être l'endroit le plus, le moment le plus important, c'est ce qui va définir que vous aurez le diplôme ou non. Donc, il faut bien s'y préparer. Donc, un petit rappel, validation, pour valider le titre, il faut valider les 2 activités. Et le quorum, c'est-à-dire la majorité absolue, quoi. OK? Alors ça, je passe. Donc, pour savoir si vous avez eu le titre, vous savez, au bout d'un mois, c'est le ministère du Travail qui vous l'envoie. Et si vous réussissez partiellement, pas de panique, on peut repasser un bloc. Ça veut dire que vous avez la première activité, mais pas la deuxième, ou vice-versa. Vous pourrez repasser plus tard. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà accompagné des gens à qui il manquait un bloc de compétences parce que c'était un CDA. Il s'était déjà inscrit en master, mais le master exigeait qu'il ait le CDA. Donc, je l'ai fait passer en urgence le jury, quoi. Avantage de la formation avec Formapédia, c'est-à-dire 9 mois. Donc, c'est la durée, hein, c'est sur 1 an. Suivi personnalisé. Les petites promos, ça aide. Formateur expérimenté, donc 12 ans de code. Je suis même moi-même jury, et donc je sais comment vous préparer à l'examen. Donc, j'ai travaillé dans l'informatique, 12 ans, et je connais un peu toute la filière, en fait. Hein. Je forme sur tous les modules, d'accord? Je transmets le savoir-faire et j'ai la connaissance des enjeux du marché. Alors, je vais faire rapidement un petit ça, c'est la partie de Bertrand, mais avant ça, je vais faire les questions-réponses.
Donc, vous pouvez me les poser via le micro ou dans la discussion. Alors, Céline, une rentrée en janvier prochain, oui, il y a c'est espacé. Alors, c'est une rentrée par trimestre, mais je souhaite quand même pouvoir embarquer tout le monde en même temps. Pourquoi vous me posez cette question? Peut-être par rapport à Transition Pro, c'est ça? Ou pour constituer le dossier, c'est assez long. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, Céline, n'hésitez pas à prendre la parole. On ne vous entend pas. Je pense que votre micro… Micro n'est pas autorisé. Oh là. Masquer les partitions, oh non. Alors, moi, je ne peux pas autoriser le… Alors, normalement, en bas à droite, alors, je vais faire une copie d'écran. Hop. Alors, je vais faire une copie d'écran pour vous montrer comment ça marche. Alors, vous avez une barre avec plein de boutons là. OK? Je pense que vous voyez mon partage d'écran. Eh bien, à gauche, vous avez le micro. Est-ce que vous pouvez l'activer? Je crois que vous avez activé, Céline, mais c'est bizarre. Alors, je vais désactiver le partage. C'est peut-être ça qui cause des soucis. Arrêtez le partage. Alors, OK. Je disais qu'en effet, c'est à cause de Transition Pro également. Quand je suis en congé maternité, je serai uniquement disponible en janvier du coup. Alors, ça, il faut qu'on en discute. Je sais que d'autres sont prêts pour octobre et s'il faut le faire, je ferai une rentrée décalée de 3 mois. Je sais que Transition Pro, c'est assez délicat. Il demande beaucoup d'informations et il ne faut pas prendre de retard dans la constitution du dossier. Je sais que je vous vois votre dossier, Céline, ainsi que celui de Guy René, mais je n'ai pas touché encore. Et là, je suis moins chargé là cette semaine, je vais pouvoir regarder ça. Est-ce que j'ai répondu à votre question? OK. D'autres questions? Comment il est structuré votre e-learning? Par exemple, il y a différents chapitres. Est-ce qu'il faut en valider un pour passer à l'autre? Est-ce que Oui. c'est bridé ou Oui, tout à c'est fait. bloqué du coup? Tout à fait. Ok. Alors, je vais partager. Ok. Très bonne question. Donc, regardez. Donc, le cours, il est divisé en leçons et subdivisé en chapitres. Donc, si vous cliquez là, hop, vous avez, je commence par l'installation de l'environnement de développement. J'ouvre le lien dans un nouvel onglet, mais en fait, c'est ça que j'explore. Vous avez des vidéos, blablabla, hop. Chapitre suivant, mais parce que là, j'ai validé. Normalement, c'est valider ce chapitre pour passer au suivant. Donc, une fois que j'ai validé, ça veut dire que j'ai fini. Je clique le chapitre suivant. Donc là, c'est simple. Mais il y a des chapitres où il y a des quiz. OK? Donc, il va falloir réussir le quiz. Donc, le quiz, c'est 70% de réussite pour passer au suivant. Voilà. Pour les exercices, on upload les fichiers de script informatique. Et après, alors, il faut que vous téléchargez vos exercices, mais moi, je ne les regarde pas en fait parce que c'est très chronophage. C'est pour ça que je prends le parti de corriger avec vous ensemble en visio où il y a un échange les exercices.
OK? Mais le fait de télécharger un exercice va vous débloquer les chapitres suivants. Bon, j'espère avoir répondu à votre question. Donc ça, Excusez-moi, ouais, au niveau des quiz, on peut les rejouer indéfiniment ou c'est bloqué? Enfin, oui, si oui, on oui, échoue, par exemple? oui, vous pouvez rejouer indéfiniment. Ah OK, d'accord, Normalement, OK. Et oui, et du coup, la structure, elle change ou elle reste toujours la même? non, c'est toujours la Enfin, même. OK, Toujours la même. Vous d'accord, OK, réussissez jusqu'à ce que vous atteigniez 80% ou 100%. Alors, OK, la plupart des quiz ont une réponse, hein, qui disent pourquoi, quelle est la bonne réponse et pourquoi. Voilà. mmh, Ça va? OK, merci. C'est bon? Donc là, c'est une leçon parmi d'autres, hein, c'est un module parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, où est-ce qu'elle est ma barre? Alors, oui, je vois la configuration que Bertrand a donnée. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole à Bertrand. Lui, sa trame, c'est les perspectives. Bertrand, est-ce que tu peux prendre la parole? Tu veux partager quelque chose? L'écran ou ça va? Je laisse l'écran, j'ai pas de support. Tu n'as pas de support. OK. Ouais, Bon, c'est rapidement, hein, tu nous oui, parles un petit peu de ça, quoi. c'est ça déjà. Ben, bonjour à tous d'être là. Je m'appelle Bertrand, comme ils vont vous l'indiquer. Je suis architecte cybersécurité chez Airbus depuis 12 ans maintenant et je suis également chercheur dans la même société. Et bon, j'ai des activités de freelance à côté, parce que j'aime bien sortir des sentiers battus, découvrir d'autres personnes et toujours avoir des projets toujours innovants et apporter justement mon expertise dessus. Je suis également au jury depuis maintenant 7 ans et ça fait plus de 4 ans que je travaille avec Yvan en tant que jury et sur d'autres projets industriels. Et vous avez quelqu'un déjà qui est très bon pédagogue, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui et qui vous saura vous enseigner plein de choses. Pour en revenir à la trame, quelles sont les perspectives d'embauche quand on est développeur web? Déjà, avant de continuer là-dessus, j'aimerais que chacun, vous puissiez prendre le micro ou du moins écrire pour me dire quelle est votre vision du métier de développeur? Excusez-moi, bonjour. Quand vous parlez de Bonjour. vision, c'est, enfin, Comment est-ce que vous l'imaginez? Comment est-ce que vous l'imaginez? Car c'est vrai qu'il y a certaines images ou anecdotes qu'on peut avoir, qu'on voit dans les films, toujours sur les développeurs informatiques. Bon, si on peut casser un petit peu le mythe, montrer un petit peu plus ce que c'est la réalité. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais savoir Oui, j'entends bien. qu'est-ce que vous imaginez? bon, c'est très dur au quotidien hein, pour avoir développé des applications, mais hein, c'est pas moi qui les ai développées, mais j'avais une équipe de développeurs et moi, je leur donnais un cahier des charges et eux, ils développaient derrière. C'est très complexe. C'est pas évident. J'ai des personnes autour de moi qui sont développeurs aussi ou designers web. Enfin, on est loin de ce qu'on peut voir au niveau des films, etc. Bon, ça a marché. Il y a de l'emploi, mais par contre, c'est très compliqué pour les débutants. Je, Autant que salarié ou indépendant pour se faire sa c'est- place, quoi. je vais vous dire au tout début, c'est quand vous êtes jeune, vous avez 16 ans, vous voulez vous déplacer. Vous n'avez pas forcément de motocyclette, de scooter, et puis le permis, c'est oulala, c'est compliqué avec tout ce qu'on nous demande en France en tant que terme d'administration ou de pratique. Bon, puis finalement, on s'y met petit à petit, on apprend et on se dit que finalement, c'est un peu de logique. Et avec un petit peu de pratique, finalement, on arrive à se déplacer, à conduire tous les jours. Et 20 ans plus tard, on se dit, le permis, c'était... Bon, on l'a passé facilement quand même à l'époque.
Donc, le métier de développeur, vous verrez, c'est pareil quand on y a baigné quelques semaines, quelques mois, qu'on a acquis les briques de base, qu'on a compris les concepts, la logique de comment fonctionne un programme. Vous verrez, c'est toujours la même chose, même à 40 ans plus tard. Est-ce qu'il y a est-ce que je pourrais avoir d'autres images, d'autres idées, d'autres personnes, s'il vous plaît? Céline, n'hésitez pas. C'est le moment privilégié. On saura répondre à toutes vos questions. On a suffisamment de bouteilles pour ça. Bon, déjà, je vais reprendre l'image. Voilà. Alors, donc, j'imagine qu'un développeur travaille en équipe, avec souvent un chef de projet, un Scrum Master ou un Product Owner. Bravo, vous connaissez déjà plein de termes, donc vous ne partez pas de rien dans ce que je vois. Le métier n'est pas évident, ça peut être frustrant si on ne trouve pas la solution à un problème ou également en cas de délai serré. Ça, les délais serrés, je pense que c'est partout pareil dans n'importe quel métier et bah, pas trouver la solution à un problème, ça dépend de chacun. J'ai certains collègues qui, j'ai pas trouvé, j'en ai rien à faire, je délèguerai à quelqu'un d'autre ou bah, ce que je vais faire, c'est à la machine à café, je vais soulever la question et peut-être que quelqu'un aura une idée ou des pistes à me donner. Et vous verrez que 90% du temps, c'est autour de la machine à café qu'on apprend plein de choses. Voilà, quand on a des collègues. Et quand on travaille en distanciel, car ça arrive, mais les développeurs freelance qui sont chez eux, un petit coup de télé, on va faire bonjour Jean-Pierre, j'aimerais le 50-50 pour répondre à la question, ou alors un appel à un ami. Donc, entre Google ou les personnes que l'on a dans le métier, on arrive toujours à trouver une solution. Et vous avez de la chance parce que dans le milieu informatique, la communauté qu'il y a, c'est une communauté qui aime partager justement ses connaissances. Et donc l'entraide est vraiment quelque chose que vous allez découvrir en posant des questions sur des forums ou à d'autres personnes qui connaissent un petit peu mieux. On vous renverra vers certains livres, vers certains sites avec des tutos. Mais c'est vraiment, les gens aiment partager leur savoir et aider. Donc, soyez rassurés, vous trouverez forcément quelque chose. Et puis, disons que vous soyez un Martien qui vient d'atterrir en France. La seule chose que vous connaissez, c'est peut-être ChatGPT. Vous pouvez toujours essayer de lui soumettre le problème. Et peut-être, justement, qu'il pourra vous donner quelques pistes de recherche. Alors, vous me dites ensuite, il faut tout le temps se tenir au courant des avancées et faire de la veille technologique. Bon, alors là, je ne vais pas vous mentir, il y a du travail personnel pour se tenir au courant. Que vous soyez, prenez notre métier, que vous vouliez être boulanger, par exemple, ou pâtissier. Je vais prendre le cas il faut au départ un peu de pratique, il faut arriver à apprendre les bases. Et ensuite, une fois qu'on a les bases, qu'on est bien rodé, on se dit, tiens, j'aimerais créer un petit peu, parce que j'ai envie de voir, il y a mon concurrent qui a proposé un nouveau gâteau, quelque chose. Qu'est-ce que je peux inventer? Pour ça, il faut regarder les recettes des autres. Il faut travailler dans son laboratoire, il faut imaginer d'autres recettes. Il faut, une fois qu'on s'est un petit peu cassé les dents dessus, qu'on a eu quelques échecs, finalement, on a trouvé la nouvelle formule, un nouveau goût. On se dit, ouais, ça me plaît, je vais voir avec des testeurs, des amis, on va voir s'ils apprécient ce nouveau gâteau, cette nouvelle formule. Si oui, tant mieux, sinon, vous allez la retravailler un petit peu, suivant les critères, jusqu'à arriver à quelque chose. Et en même temps, vous vous dites, est-ce que ce que je fais, ça va à l'opposé des effets de mode de maintenant? Ou est-ce que ça va dans... tout le monde, finalement, est parti sur la même idée, donc il nous faudrait de la violette, vu qu'on est sur Toulouse, avec du spéculus. Tout est possible. Donc,
quand vous avez travaillé dans un domaine, le domaine du web, c'est un domaine assez large, vous allez commencer par apprendre le HTML, voir comment il marche un petit peu. Vous allez avoir vos cours. Mais après, si vous sentez que ça vous intéresse encore plus, je pense que naturellement, vous allez creuser par vous-même, vous allez être intrigué par autre chose. Tiens, comment est-ce que je fais cet effet? Comment est-ce que je fais ça? Et de rebond en rebond, finalement, c'est la vie du développeur, c'est comme une pelote de laine. Vous tirez sur la ficelle et vous la dépliez, puis vous verrez un jour jusqu'où elle vous mène. Bon, mais ça, après, il faut vous organiser dans la journée pour vous dire, je me donne 1 heure pour, par exemple, lire quelque chose de nouveau, faire cette veille. Bon, moi, personnellement, sur ma semaine de travail complète, je me donne 1 à 2 heures le vendredi pour lire, essayer d'autres choses. Bon, et après, le soir, quand je suis chez moi, suivant les soirs, j'ai ma vie de famille et bon, j'aime bien toujours lire un petit peu autre chose, donc je découvre, et si j'ai entendu parler d'un sujet au boulot qui m'intéressait, par exemple l'intelligence artificielle, mais sur lequel j'ai jamais vraiment travaillé, je vais lire un petit peu ce qui se fait, il y a des petits tutos qu'on commence à trouver, j'essaie de manipuler un petit peu, puisqu'il y a un centre d'intérêt qui grandit chez moi, je creuserai. Ça marche comme ça, la vie d'un développeur. C'est les centres d'intérêt, c'est les besoins qu'il peut y avoir en entreprise ou pour le projet qu'on réalise. On creuse, on se questionne, et puis suivant le temps qu'on s'accorde pour les recherches, on recherche et on essaie. Oui, comme vous dites, c'est quand on crée quelque chose, que l'on soit le boulanger, il voit sa création, puis il la goûte surtout. Et vous, dans le web, c'est tout ce que vous allez créer, vous allez le voir de suite à l'écran pour toute la partie front. C'est ça qui est génial, c'est on tape quelques lignes, on écrit quelques lignes et ça y est, il y a quelque chose qui s'affiche. Après, il y a autre chose que vous verrez ensuite qui s'appelle le back. Donc, personnellement, je suis plus back que front. Le back, on va dire, c'est comme sur une voiture, on a l'aspect de la carrosserie, tout ça qu'on dessine une Fiat Panda ou une Ferrari. La carrosserie change, c'est la partie front, c'est le design. Et après, il faut y mettre un moteur pour que la voiture elle tourne. Et bien, cette conception du moteur, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, et c'est ça, cette partie back. Et donc après, je vais m'amuser avec d'autres personnes, voir tester les performances, voir qui c'est qui répond le plus vite, comment ça réagit. Et c'est ma source de joie de me dire que ce que j'ai fait, c'est performant et ça répond bien aux besoins du client. Vous évoquez également des nouveaux langages. Alors, les apprendre par soi-même, je vais vous dire, avant de commencer les nouveaux langages, suivez le cursus qu'on vous donne, vu qu'il est étudié dans ce sens-là, en commençant par le HTML qui revient, c'est le b.a.-ba du web. Une fois que vous l'aurez étudié, que vous allez étudier d'autres langages ensuite, vous allez voir que l'informatique, c'est une logique. Au sein de l'ordinateur, c'est des ordres qui s'exécutent. Et dans ces ordres, il y a des conditions. Tiens, si je fais ceci, alors je dois faire cela. Ou alors, on a des boucles. On va faire répéter X fois la même tâche. Voilà, c'est les principes de base de l'informatique. On va dire que ça ne va pas chercher plus loin. Et après, c'est quels sont les ordres que l'on donne à l'ordinateur. Et aujourd'hui, vous parlez en français. Demain, pour un besoin particulier, vous parlez en anglais. Pas besoin de parler anglais très compliqué. Mais la logique, entre le français, l'anglais et l'italien, pourquoi pas, c'est toujours la même. Il n'y a que quelques petits mots qui changent, des subtilités. Et c'est ça que vous allez voir en gros dans les langages. Donc, quand vous aurez fini votre cursus de développeur web, si jamais par la suite vous voulez enchaîner sur d'autres formations, monter de niveau, il y a plein d'autres langages, mais en général, on va utiliser un langage par besoin précis. Vu que vous me parlez en français, je ne vais pas m'amuser à vous répondre en anglais, en italien. Si vous n'êtes pas comprendre, ça ne correspond pas aux besoins.
Aujourd'hui, quand on est développeur web, le web, c'était vraiment, comme vous l'a montré Yvon, c'était le HTML, le PHP, du JavaScript. C'est les 3 langages que vous verrez, mais qui ont des logiques similaires. Et plus tard, si vous voulez en étudier d'autres pour d'autres besoins, après, c'est libre à vous selon votre curiosité et vos besoins. Autre question très intéressante. Comment avez-vous su que vous vouliez faire ce que vous faites et pas autre chose? Par exemple, la conception de jeux vidéo, des applications mobiles ou du front. Et après, chez Airbus, vous faites des logiciels. Oui, bon, chez Airbus, c'est dans la branche spatiale et militaire. Et on crée plein de logiciels. Alors, des logiciels qui sont à l'intérieur du satellite, vu que chaque fois qu'on crée un satellite, c'est pour répondre à un besoin particulier. Donc, il y a des satellites dits de télécommunication, donc pour diffuser la télé, pour diffuser tout ce qui est téléphonie. Et après, on a les satellites de type image qui sont là pour prendre des photos. C'est comme ça que vous avez des jolies photos sur Google Maps, entre autres. Et après, il y a plein d'autres besoins, vu qu'il y a... Vous voyez toujours, on a le satellite, il y a les fusées, il y a tout le centre de contrôle. Alors, je vais faire en caricature, le centre de contrôle, c'était dans la mission Apollo 13, toutes les équipes qui sont encore sur Terre, qui communiquent avec les cosmonautes qui sont dans la fusée. Donc, il y a tout plein d'outils justement pour voir l'état de la fusée, pour la guider. Il y a toute la sécurité qu'il peut y avoir autour. Et après, il y a les avions, il y a les hélicoptères, il y a tout plein de choses. Et après, on a même notre propre système d'exploitation. C'est très vague. Tout ce qui touche à l'informatique, on a de tout dans Airbus. Bon, mais ma vie n'a pas été forcément qu'à Airbus. J'ai fait d'autres sociétés telles que Orange et EDF dans le passé, ainsi que d'autres. Mais comment j'en suis venu à l'informatique? Bon, j'avais mon père qui était dans le milieu. Donc, j'ai pu voir un petit peu ce qu'il faisait, puis je me disais, tiens, ça a l'air intéressant. J'avais d'autres passions dans la vie, la médecine et autre chose, mais à l'époque, médecine, il fallait faire 8 ans d'études et ça ne m'intéressait pas. L'école, ça ne m'intéressait pas forcément non plus. J'ai dû faire des études scientifiques parce que, ouais, c'était à l'époque la voie royale pour faire tout et n'importe quoi. Oui, bon, je n'étais pas forcément très bon en maths et j'aime pas les maths toujours, mais bon, j'ai fait ça parce qu'il fallait. Je n'avais pas de super notes, j'étais vraiment un élève très très moyen, je m'ennuyais. Mais en école, voilà, au lycée, j'ai eu des calculatrices, donc c'était des marques Texas Instruments, et on pouvait les programmer. Bon, j'ai commencé mes premiers programmes dessus pour résoudre des applications de mathématiques. Puis après, j'avais installé des jeux sur ma calculatrice. J'adorais jouer aux jeux de voiture et à Mario. Puis je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, c'est en lisant un petit peu, puis j'ai acheté des livres en librairie sur le sujet. J'ai cherché, tout ça, on était en 1996 à l'époque. Il n'y avait pas forcément beaucoup de livres, mais il y en a un petit peu. Et je me suis dit, tiens, toutes mes vacances d'été, je les ai passées à lire des livres, essayer de pratiquer. Bon, j'ai mis le doigt comme ça, et puis j'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans. J'ai fait toutes mes études au lycée, puis après, je me suis dit, tiens, on va se lancer, on va faire un petit peu l'université. Bon, mais l'université, c'était que des mathématiques, beaucoup, et l'informatique, c'était 20% du temps. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai continué l'informatique par moi-même. Et puis après, j'ai pu rejoindre une start-up. Ça a très bien marché. Et suite à des aléas de la vie, j'ai abandonné l'informatique. J'ai commencé un début de formation en tant qu'infirmier. Voilà, changement de carrière. Et puis après, j'aimais pas forcément ce que l'hôpital devenait, donc je me suis dit, tiens, j'ai plus contact humain finalement avec des ordinateurs qu'avec le personnel soignant. Voilà, c'était dommage. J'en suis revenu à l'informatique, et même si j'avais des compétences, que je savais faire des choses, c'était, à l'époque, il fallait que des diplômes pour trouver du travail. Donc j'ai fait, OK, je vais reprendre des études. Et je suis rentré, j'ai fait un BTS en alternance. Et vu que j'ai adoré la dynamique de l'alternance, ça a été, je continuais sur un cycle d'ingénieur ensuite entièrement en alternance, et puis de société en société, je suis arrivé à Airbus comme ça.
Voilà, donc c'était d'une curiosité. À un moment donné, j'ai voulu savoir comment est-ce que les graveurs qu'on avait sur tous nos ordinateurs, je voulais savoir comment ils fonctionnaient. Mais, vu qu'à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui faisaient de copies de CD, puis je me dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment Windows y communiquait avec le graveur. C'était ça qui m'intéressait. Donc, en faisant des recherches, j'ai trouvé tous les protocoles de communication sur Internet. Donc, il y avait des docs, des milliers de pages entièrement en anglais, de documentation technique. J'ai passé j'ai passé un an de ma vie à lire ces docs, à essayer de poser des questions sur des forums, comment est-ce qu'on commence à coder ça, j'ai des gens qui me répondaient un petit peu, j'ai pratiqué, et de fil en aiguille, voilà, j'ai créé mes premiers programmes pour discuter avec les graveurs, et puis j'ai pu graver des CD, et tout ce travail perso, de mon projet perso qui m'intéressait, c'est ce que j'ai présenté finalement en projet de fin d'études de BTS. Et pourquoi? C'était quelque chose de perso, donc je connaissais tout de A à Z dessus. Et on sentait ma motivation, et la motivation, c'est ce que les jurys adorent ça. Et vu que c'était des sujets qu'ils ne connaissaient pas, on a pu échanger dessus. C'est même moi qui ai fait une sorte de cours, justement, sur le sujet. Voilà, donc après les évolutions de carrière avec les chefs de projet, les Scrum Masters, Product Owners, il y a tout ça. Si aujourd'hui on veut bien mettre des gens dans des cases, leur donner des rôles, dans les grosses entreprises, quand on commence souvent, si on commençait par de la maintenance de programmes existants. Donc il y a un programme qui a déjà été codé, qui a plusieurs années, et il y a encore quelques bugs dessus. Et donc ce bug, on vous demande de le corriger. Donc c'est très très formateur vu que vous avez une certaine période de temps donnée et vous devez rentrer dans du code de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas vous qui avez écrit et vous devez comprendre la logique de cette autre personne. Heureusement, vous avez les documents de conception à côté qui sont là pour vous aider parce que les sociétés de services et les grands groupes, justement, écrivent des documents pour expliquer comment fonctionne leur projet, donc ce qui est très utile. Et vu qu'il y a plein de process, c'est très carré, donc ça permet d'entrer plus facilement dans le code de ces projets. Voilà, et puis en général, souvent, il y a un développeur expérimenté qui a toujours travaillé depuis des années sur ce projet, donc qui est là pour vous donner un coup de main. Et le but est plus vous montez en compétences, et ça permettra à cette personne, en général, de partir sur un autre projet, et vous allez le remplacer par la suite. Voilà. Bon, et quand vous finissez, quand vous connaissez après très bien le projet, donc ça, vous pouvez en devenir le product owner, ou à force, quand vous avez 5, 10 ans d'expérience, tout ça, que vous aurez le choix de carrière. Après, soit vous restez dans la technique et vous devenez architecte, soit le développement. Vous aimez toujours ça, mais ça commence à vous ennuyer un petit peu, vous intéressez un petit peu plus à l'humain, après il y a la gestion, et donc vous décidez de basculer chef de projet. Voilà, en général, c'est les deux types de carrières classiques que l'on peut avoir. Voilà, et puis donc je commence à voir ce que j'ai voulu faire. C'était de ma passion sur les graveurs. Lorsque j'ai recherché des stages ensuite, que j'ai dit que j'avais fait ça, les gens c'était « Ah oui, tu as fait ça, donc tu sais lire des documentations techniques, donc tel sujet technique, est-ce que ça peut t'intéresser ?» J'ai fait oui. Et puis, avec les hasards de la vie, à un moment, j'ai entendu parler d'une technologie, c'était qu'on pouvait détourner les cartes graphiques pour utiliser leur processeur pour faire des calculs intensifs. Et à l'époque, on m'avait proposé en savoir si on pouvait utiliser les cartes graphiques pour téléphoner. Je me dis, ouais, chouette, ça a l'air intéressant. Donc ça, c'était chez Orange. Et il y a eu une crise, je ne sais plus en quelle année, ma mémoire me fait un petit peu défaut. Et il y avait tous les projets de stage ont été gelés à l'époque chez Orange. Moi, le sujet, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai fait, OK, j'ai recherché si je trouvais d'autres sociétés qui pouvaient travailler avec les cartes graphiques, avec ce qui s'appelle les GPU, les processeurs de cartes graphiques. Et oui, il y en avait sur Toulouse. À l'époque, il y a le CNES qui recherchait justement un sujet là-dessus.
Je suis allé voir les gens du CNES, je leur ai dit, ben ouais, ben, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai pu faire ça et ça comme passé, comme projet, et puis grâce aux alternances, j'ai fait tout ça. Et on m'a dit, ah, ben tu fais des projets perso, tu as déjà travaillé en alternance là-dessus, donc pour ton mémoire de fin d'études d'école d'ingé, ben, c'est OK, ben, tu peux faire travailler pendant 10 mois sur ce sujet de recherche. On voulait savoir si on pouvait en réceptionnant les données de satellite, savoir si on pouvait les mouliner assez vite par les processeurs graphiques pour extraire les données qu'on voulait. Donc, super sujet de recherche. Et le maître de stage que j'avais m'a dit, ben, voilà, plusieurs mois plus tard, ça a été, ben, toutes les personnes qui ont travaillé sur les GPU vont faire une conférence pour préparer pour présenter les projets. Tu as travaillé là-dessus, donc tu vas participer à la conférence, tu vas présenter le projet. Je l'ai présenté, et à la fin de la conférence, ben, j'avais 3 opportunités de boulot et je n'étais pas encore diplômé. Voilà, donc c'est 2 hasards. Et, comme ça, ben, je suis rentré chez Airbus, j'avais fait de la sécurité un petit peu auparavant, ça m'intéressait. Et ben, de fil en aiguille, c'était sur les hasards, c'est sur les passions, les sujets qui m'intéressent. J'ai fait ma carrière comme ça. Je me suis jamais dit dès le départ, tiens, je bossais pour Apple ou chez Microsoft. Ça, c'était d'autres amis qui avaient ces envies-là. Donc, ils se sont demandé à Microsoft quels étaient les besoins qu'ils avaient. Et ces personnes qui ont travaillé après pendant 1 ou 2 ans dans des entreprises, mais en travaillant à côté pour se former aux besoins de Microsoft, et ben, finalement qui ont réussi à travailler justement dans les entreprises de leur rêve. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, comme vous, ben, j'ai commencé ma carrière dans le web, c'était sur un projet, c'était début année 2000, c'était sur des projets web, justement. Et j'ai commencé en autodidacte, c'était apprendre par les technos du web, donc le HTML, le JavaScript, le PHP, les bases de données. J'ai commencé comme ça, vu que vous allez voir que ce que vous allez apprendre là maintenant, c'est le cœur, ça va être la base de l'informatique et tout le web devient une brique parmi tant d'autres, vu qu'à l'intérieur de vos télés, quand vous les allumez, les smart télés, vos téléphones, vos lecteurs de DVD, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Vous avez toujours, en fait, une partie administration, c'est des programmes web dessus, et tout l'affichage, c'est des techno web. Donc, le web est partout. Et donc, c'est la première étape pour votre entrée dans le monde de développeur. Et après, ça va vraiment être suivant vos centres d'intérêt que vous pourrez continuer à faire une carrière dans le web, donc soit dans des agences, soit après dans des sociétés de services qui vont travailler sur des projets web, ou après, ça peut être rejoindre le milieu de l'automobile, des télécommunications, de la santé, ou de l'avionique, du spatial, ou de l'informatique embarquée. Voilà, ça sera vraiment à vous, après, selon vos centres d'intérêt. Donc ça, un petit peu, c'est pour les perspectives d'embauche. Donc actuellement, ces dernières années, on sait qu'on a besoin de plus en plus de développeurs. Et on voit que le marché qui a beaucoup d'embauches. Donc vous êtes parti sur une bonne section, sur une bonne voie. Et vous allez voir au fur et à mesure de vos avancées, avec de la formation, c'est vous-même qui allez vous réaliser, qui allez voir, je vais apprendre ça, si vous êtes demandeur. Et après, c'est ce dynamisme-là qu'il faudra garder après pour soit continuer après vers vos études de différentes manières, soit partir en tant que freelance avec ce que vous avez acquis, soit rejoindre une société de service, donc une ESN. Et certaines ESN, maintenant, proposent même de continuer à vous former durant vos compétences
en alternance. Donc dire, OK, bah, tu continues à travailler pour nous, mais faut continuer après sur le titre au-dessus. Et j'ai plein de personnes, plein d'anciens élèves qui se sont pris au jeu, qui se disaient, bah, tiens, je vais juste faire cette formation. Et petit à petit, bah, qui sont arrivés jusqu'à un master, donc un bac plus 5 après, sans se rendre compte vu qu'ils faisaient ce qu'ils aimaient, mais c'était, j'ai envie de dire, c'était aller travailler, c'était comme aller jouer pour eux, c'était leur plaisir. Après, côté évolution de carrière, bon, j'ai évoqué ça un tout petit peu dans le parcours. Donc, vous allez commencer au début donc, en tant que développeur junior. Sur une période après de 2 à 5 ans, bah, vous êtes un développeur expérimenté ensuite. Et donc vous, bah, durant cette période, soit vous décidez de continuer dans le domaine où vous êtes, mais vous allez apprendre, vous allez découvrir de nouveaux outils. Donc vous allez vous spécialiser soit sur un outil, soit sur plusieurs outils, que vous verrez après qu'on appelle des frameworks. Après, dans l'informatique, tous les 5 ans, on va dire, c'est un cycle assez régulier. On voit que les technologies changent, se renouvellent. Donc, vous allez en avoir d'autres à découvrir. Et donc, vous faites toujours un petit peu de veille. Comme ça, vous dites, ah, bah tiens, il y a tel techno ou tel outil qui semble intéressant. Bah, je vais creuser un petit peu. Et bah, au sein de la société où vous êtes, bah, vous dites, bah, voilà, actuellement, bah, ça fait plusieurs temps que je me forme comme ça sur mon temps perso sur tel techno. Ça a l'air intéressant. Ben, pourquoi pas pour le prochain client, on n'en profiterait pas pour utiliser cette technologie, comme ça je continue à me former dessus, je la propose, et si elle marche bien, ben, au sein de la société, ben, je serai l'expert de la société, justement qui connaît cette techno, ça ira beaucoup plus vite sur les prochains projets, je peux continuer à former d'autres personnes de l'équipe, et puis finalement on voit qu'avec cette techno, on gagne beaucoup plus de temps, et c'est dans l'air du temps. Donc, ben, vous devenez comme ça, ben, vous devenez après un expert dans une techno ou ben, sur les technologies. En étant expert ensuite, ben, quand vous apprenez qu'il y a de nouveaux arrivants, ben, vous relisez leur code, vous leur dites ah non, ben, le code que tu as écrit, ben, ça ne va pas comme ça, il faut le faire de cette manière. Vous les guidez, vous donnez des conseils sur comment structurer ben, les projets. Et ben, petit à petit, comme ça, d'expert, ben, vous devenez architecte, ou architecte, après, vous commencez par définir un petit peu les ébauches au début, donc vous faites ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, des prototypes. Donc vous vérifiez si, par rapport aux besoins du client, si vous faites rapidement quelque chose, vous voyez que ça peut marcher. Vous dessinez, vous commencez à devenir dessinateur, vu que vous faites ça souvent sous Excel, sous Visio. Vous allez commencer à dessiner des boîtes, et dans les boîtes, vous allez dire, bah, ça, je veux que ça gère, ça va être la base de données, je veux qu'elle fasse ça. L'autre boîte, c'est le serveur web. Donc, à l'intérieur du serveur web, on va faire ceci, cela. Et je veux que les données du client aient transit par diverses boîtes. C'est de la conception. Et cette conception, ben, soit vous encodez une partie vous-même, soit après, ben, vous déléguez aux développeurs juniors et ben, vous vous chargez à la fin de vérifier le tout. L'architecte, bon, en même temps qu'il suit son code, peut également recevoir les demandes, être le lien direct avec le client. Ou alors, ben, il y a un autre intermédiaire, le chef de projet qui fait cet intermédiaire-là, donc c'est à voir. Ou après, vous pouvez totalement quitter le code et encadrer plus des équipes, ou parce que vous avez des connaissances techniques, vous pouvez devenir commercial et aller proposer des produits ou rechercher de nouveaux clients. C'est à vous de voir, le métier d'informaticien n'est pas fermé. Et quand j'ai entendu, je vous parlais de ce que vous aviez dans la tête tout à l'heure, c'est d'habitude, les gens considèrent toujours qu'un développeur, c'était le petit gars tout isolé dans son garage, genre petit gars, ou alors le gros barbu qui se lave jamais, qui est couvert de pizza et de bouteilles de bière, qui peut pas voir la lumière du jour.
Donc là, c'est des stéréotypes qu'on peut avoir encore sur l'informaticien. Et c'est non, pas du tout. Vous avez les personnes qui développent, qui adorent se réunir entre eux, discuter soit avec d'autres informaticiens, soit aller voir après des clients pour dire ah bah tiens, regarde, il y a telle chose que tu n'arrives pas à faire, bah, je peux te proposer une solution pour automatiser, pour t'aider à gagner du temps, pour te faciliter la vie. Moi, j'ai ma femme qui avait des tâches administratives à répétition sous Word, avec des trucs de photos, tout ça. Et puis, je lui dis, bah, tiens, je vais te coder un petit outil qui va t'importer toutes les photos, qui va te les mettre en page tout seul dans Word. Donc, pour les cabinets d'experts, après, tu vas gagner beaucoup de temps et ça va te faire du temps en plus. Tu pourras continuer à facturer le même prix, faire d'autres choses. C'est tout bénef pour toi. Et puis, la société pourra même te donner encore plus de travail s'il y a besoin. Et tout le monde est gagnant. Voilà. Donc, le développeur est quelqu'un de très social, qui aime partager. Voilà. Donc après, pour chercher du travail, donc il y a différents types d'entreprises qu'il peut y avoir. Vous pouvez travailler en tant qu'auto-entrepreneur par la suite, donc en freelance. Vous pouvez répondre à des appels d'offres que vous trouvez. Donc, quand vous êtes freelance, il faut faire le gestionnaire de projet, il faut faire l'architecte, il faut faire le développeur. Donc, c'est très intense et ça peut être très compliqué. Ou après, bon, ça c'est sur des gros projets. Après, vous pouvez dire dans la conception web, tout ça, vous avez déjà votre site, vous avez des sites vitrines, vous indiquez ce que vous savez faire. Quand vous voyez des demandes, vous y répondez, ou vous pouvez devenir sous-traitant d'une société de services, par exemple, sur laquelle vous proposez vos services sur des besoins particuliers. Ou alors vous vous dites, oula, non, il y a quand même entre les impôts, plus tout le travail qu'il y a à faire, tous les à côté qui sont difficilement quantifiables quand on débute, car il y a beaucoup de gestion, de paperasse à faire après, quand on est responsable à son entreprise. Il y a beaucoup d'heures de formation, vu que là, il faut vraiment se former pour être au courant, pour proposer des choses innovantes aux clients. Ou alors vous dites, je veux des horaires fixes. Après, donc les horaires fixes, c'est je vais devenir salarié, donc je peux devenir salarié d'une ESN, donc d'une société de services. Donc la société de services, c'est une société qui va coder des logiciels spécifiques à des besoins métiers pour un gros client. Ça peut être dans le milieu de l'automobile, dans le spatial, les télécoms. Voilà. Ou alors vous dites, non, je vais intégrer finalement une grosse entreprise directement. Donc, après, c'est la différence entre la société de service et la grosse entreprise. La société de service, quand vous avez travaillé pendant, déjà cette société vous forme sur des technos, elle vous encadre par un certain nombre de process. Vous n'êtes jamais lâché tout seul directement chez le client final. Et par exemple, lorsqu'au bout d'un an, vous en avez marre d'être sur un projet, vous voulez voir autre chose, vous en parlez à votre commercial, à votre manager, et il va essayer de faire son nécessaire pour vous trouver une autre mission qui vous plaît, trouver quelqu'un déjà pour vous remplacer, et vous trouver d'autres missions. Quand vous êtes sur une plus grosse entreprise, c'est un petit peu plus compliqué de bouger. Il faut trouver éventuellement d'autres services, d'autres départements, s'ils ont des besoins, ou alors faut changer d'entreprise pour en trouver encore une autre. Voilà, là, je pense avoir fait le tour là-dessus. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je pense que Bertrand, tu as répondu à Bon, moi, si vous n'avez pas d'autres. c'est clair. Par rapport je voudrais revenir, je peux reprendre la parole, Bertrand? Donc, par rapport au déroulé de la formation, donc j'avais oublié de préciser aussi qu'il y avait des masterclass en présentiel. Je crois que vous êtes tous de Toulouse, donc c'est possible de le faire. Ça se fait sur une demi-journée ou une journée où là, on vraiment
Le distanciel, c'est bien, mais le présentiel, c'est encore mieux. C'est de pas voir, c'est une question de… Il y a beaucoup plus d'informations qui passent et on va beaucoup plus vite, en fait. Hein. Donc, ce sera prévu au moins une fois par mois en général. Ça n'a rien de spécial, la masterclass. C'est un nom que j'utilise pour distinguer des autres des modalités normales dans le distanciel. C'est se retrouver en physique et vraiment de bûcher de façon intense, en fait. Hein. Voilà, donc vous verrez, ça se passe différemment. Voilà. Je pense que c'est tout pour ma présentation. Donc, un petit peu, je vais vous présenter un petit peu une application développée par les élèves. Hein. Donc, ici, par exemple, c'est une application météo, par exemple, qui est responsive. Ça veut dire que là, je suis en mode bureau. Ça se présente comme ça. Donc, si je fais Toulouse, j'ajoute Toulouse, hop, ça m'affiche la température, la météo, l'humidité. OK? Donc, hop, je l'efface, je confirme, et voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en mode smartphone? OK? Donc, pareil, ici, j'ai un petit plus, alors que je ne l'avais pas. Ça, c'est typiquement du responsive design, c'est-à-dire que comme j'ai moins de surface d'affichage sur le smartphone, ben, je vais utiliser d'autres artifices pour présenter les mêmes informations. Ici, mon petit plus. Donc, Paris, juste un petit bug ici. Donc, je peux rajouter une deuxième ville, Lille, Toulouse. Voilà, c'est un peu petit. Bon, ça n'a pas été optimisé, hein, mais on peut faire mieux que ça. Donc, comment ça a été fait, cette application? Donc, je suis allé très progressivement. J'ai présenté comment on va se servir d'un site externe pour avoir la météo. Et via du JavaScript, avec une requête qu'on appelle une requête Ajax, on va chercher des informations, on va les rapatrier sur notre application et on va les afficher. Ça, c'est le process. Bon, au début, je ne demande pas un truc aussi compliqué, c'est juste qu'on puisse faire la requête. Ensuite, dans un deuxième temps, je demande à mettre un espèce de formulaire. On peut rentrer une ville et ça nous rapatrie l'info d'une ville. Au début, je demande la température. Ensuite, je demande à ce qu'on puisse mémoriser les villes qui ont été là, c'est-à-dire même… Alors, je ne sais pas si ça marche. Donc, si je rafraîchis, alors les villes sont toujours là, ça veut dire qu'elles ont été stockées quelque part. Par contre, si je ferme, je crois que ça ne… je ne sais pas si ça va le faire. Alors, je vais juste ouvrir là, je ferme ça et je remets… Ah, j'ai perdu… je vais reprendre l'URL, copie. Donc, je vais remettre l'application. Ah, ben, ça a mémorisé. Vous voyez, c'est des problématiques vraiment très concrètes. Et donc, j'ai pu demander petit à petit d'ajouter une fonctionnalité après une autre, pour en faire une application un peu standard, typique, qui est… voilà, que l'on peut montrer. Hein, on n'a pas honte de montrer. Il y a même ça qui permet de repérer sa position. OK, bon, je ne vais pas la faire, mais si vous êtes à Toulouse, vous aurez la météo de Toulouse. Voilà. Dans un registre plus léger, on va finir sur ça. Je m'ennuyais des fois et j'ai collé un petit jeu vidéo. Donc, je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez y aller. Hein, il n'y a pas de virus, ne vous inquiétez pas. Et donc, il suffit de cliquer et vous allez voir, si vous allez participer, on va avoir des joueurs qui vont s'insérer. Allez-y, je vous invite à essayer. Donc, il y aura une petite musique. Voilà. Oups. Donc, j'ai mis la vidéo de Mario, la musique de Mario. Donc, si vous jouez, le score va être mis à jour en temps réel, en fait. Alors, on ne va pas voir ça, c'est juste pour vous montrer que ça peut être amusant l'informatique.
pour faire ce programme de jeu vidéo, j'ai eu besoin que d'utiliser ce qu'on a appris en informatique dans le web. Voilà. Donc, c'est un peu, il y a des trucs un peu plus complexes, mais globalement, ce qu'on apprend dans le web, c'est voilà, ça suffit pour faire ça. Bon, ça demande quand même pas mal de travail, hein, voilà. Donc, j'ai pu le faire. Donc, je quitte. Voilà, c'est tout. J'arrête le partage et donc je pense qu'il n'y a plus trop de questions. Peut-être des questions de dernière minute de pratique administrative ou non. Donc, je prévois de faire une rentrée au mois d'octobre et puis ce sera décalé de 3 mois. Bon, 3 mois, ce n'est pas la mer à boire. On verra comment ça pourra se faire en fonction du traitement de dossier. Je sais que 2 d'entre vous, vous êtes chez Transition Pro et puis pour d'autres, les modalités seront différentes. Il y aura plus de souplesse. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours des questions? S'il n'y a plus de questions, moi je dis bonne soirée et puis merci d'être venu et je reviens vers vous plus tard. C'est good? OK, merci beaucoup. Donc, je vais arrêter la visioconférence. Je vous dis à bientôt.